Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Je suis heureux d'être de retour. Larry, c'est le premier cigare de la journée. Oui, oui, c'est ça. Je m'y mets beaucoup trop tard dans la journée, je ne fume pas comme ça toute la journée. Mais là, on arrive en début de soirée, très tôt. C'est le moment de se détendre. Oui. Alors, laissez-moi vous aider à vous détendre encore un peu. Voici ce que le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a dit à de hauts responsables israéliens. Il a déclaré qu'il plaidait en faveur de nouvelles frappes contre l'Iran, estimant qu'une pression militaire supplémentaire pourrait contraindre Téhéran à changer de position dans les négociations. C'est ce qu'a rapporté la chaîne 13 en Israël. Je vais vous interrompre là. Votre micro est allumé? Le son est très creux. Oui, c'est un bon point. Je ne sais pas pourquoi StreamYard me fait ça à chaque fois que je dois l'utiliser. Vous m'entendez là? Voilà. Allô? Oui, c'est mieux. Non, je sais. Ça m'a fait la même chose, parfois ça bascule vers loin de... Oui, là c'est bon. Alors, laissez-moi vous le relire, si vous ne l'avez pas entendu. Non, je l'ai entendu. C'est juste que ça donnait l'impression que vous étiez dans une baignoire, avec un son très creux. Là, vous sonnez normalement. Oui. Très bien. Ce reportage de la chaîne israélienne Channel 13 affirme que lors de sa visite en Israël ce week-end, l'amiral Cooper a plaidé pour de nouvelles attaques contre les infrastructures nationales iraniennes, notamment les installations pétrolières, gazières et électriques. Il aurait déclaré que les États-Unis pourraient, à terme, n'avoir d'autre choix que de reprendre les combats aux côtés d'Israël. Et il a dit que sa position avait été communiquée au général Kane, chef d'état-major des armées, ainsi qu'au président Trump. Je n'ai pas entendu la dernière partie. Il a dit que sa position... Oui, il a dit que sa position avait été communiquée au général Kane, chef d'état-major des armées, ainsi qu'au président Trump. Il leur a présenté son plan afin de contraindre l'Iran. Mais il n'a pas dit qu'il avait approuvé. Non, il ne l'a pas fait. Ce n'était pas mentionné dans ce rapport. Alors, est-ce que ça va être la solution dans l'esprit de, je ne sais pas, Brad Cooper? Lui, il sait tout du champ de bataille. Brad Cooper, he knows everything about the battlefield. We're not talking about Donald Trump. On ne parle pas de Donald Trump, c'est un bouffon. Cooper est un bouffon. On me dit que c'est un recrutement DEI, il est ouvertement homosexuel, ce qui ne passe pas exactement très bien auprès des militaires. Et il est considéré comme assez faible. Donc vous savez, il dit aux Israéliens ce qu'ils veulent entendre, qu'il ait ou non réellement transmis ça à Trump. Et Kane, c'est tout autre chose. Mais bon, d'accord, ils devront vivre avec ça. Ils donnent ce conseil, ils essayent, et puis tout à coup, Israël se fait écraser par une riposte iranienne. Alors ils vont le regarder et lui dire « Hé génie, c'était ton idée. » Parce que jusqu'ici, Dan Kane a déconseillé ça. Il a dit non, ça ne permettra pas d'obtenir quoi que ce soit sur le plan militaire et la pression ne forcera pas l'Iran à céder. C'est ça que ces clowns ne comprennent pas. Faites simplement la comparaison. D'abord, comparez l'Iran, sa superficie, à celle de l'Irak, je veux dire de l'Ukraine. L'Ukraine fait environ un tiers de la taille de l'Iran. L'Iran est bien plus grand. Regardez combien de missiles de croisière, de missiles balistiques, de drones, sans parler des obus d'artillerie et des bombes Fabi, ont été largués sur l'Ukraine au cours des 4 dernières années. C'est une quantité énorme. Les États-Unis n'ont maintenu des bombardements intenses que pendant environ 7 semaines, en réalité. Et au bout de ces 7 semaines, les États-Unis étaient pratiquement à court de munitions.
Est-ce que cela a provoqué l'effondrement militaire de l'Ukraine? Non. Les Russes ont certes infligé des dégâts importants à l'Ukraine et à ses capacités, mais on est très loin de contraindre l'Ukraine à se rendre ou de lui imposer un changement de régime. Alors pourquoi pensent-ils pouvoir employer moins de force contre l'Iran et provoquer un changement de régime? Vous voyez ce que je veux dire? Si on applique simplement le même critère, la même règle, la même mesure, vous savez, 30 cm, c'est 30 cm. Donc, X missiles tirés sur X superficie de territoire, sur Y superficie de territoire, pendant T jours ou sur une durée donnée, ça donne un chiffre. Et si vous établissez une formule comme celle-là, alors là, le chiffre pour l'Ukraine écrase celui de l'Iran. Et pourtant, l'Ukraine ne s'est pas encore effondrée. Et ça doit être le cas. Et Israël, enfin la Russie, reconnaît qu'elle va devoir finir le travail au sol, évidemment. Donc les États-Unis, oui, ils ont infligé des dégâts à l'Iran, mais rien de catastrophique. À part, et je ne qualifierai pas ça de catastrophique, l'assassinat de l'ayatollah Ali Khamenei et des écolières. Ça a été contre-productif. C'est le moins qu'on puisse dire. NBC News a rapporté, Larry, que des responsables militaires américains font part en privé au Pentagone et à la Maison-Blanche de leurs inquiétudes face au moral en baisse et à la fatigue généralisée des militaires américains déployés depuis des mois pour soutenir la guerre contre l'Iran. Ils parlent essentiellement de l'Abraham Lincoln. Non, ils parlent de bien plus que ça, d'accord? Replaçons tout dans son contexte. En novembre dernier, en novembre 2025, le secrétaire de l'armée de terre, David Driscoll, je crois que c'est son nom, a publié une lettre. Bon, attendez, je vais voir si je peux vous la lire rapidement. Ouvrez. Donc il a envoyé cette lettre. Il disait, « Il y a 15 ans, la phase hivernale en montagne de l'école des Rangers a failli me briser. J'ai glissé, je suis tombé, je n'arrivais pas à me relever, et le froid m'a écrasé. À cet instant-là, c'était fini pour moi. Mais mes camarades Rangers m'ont relevé et m'ont aidé à recommencer à avancer. Ça a été un tournant pour moi. J'ai compris que personne ne traverse la vie seul. Nous finissons tous par craquer un jour, et nous avons besoin les uns des autres. » Et il a poursuivi, « Les fêtes de fin d'année peuvent être une période à haut risque d'automutilation. Nous savons que c'est un problème. Ça arrive chaque année. Nous allons donc nous attaquer aux problèmes de front, comme la 11e division aéroportée en Alaska, qui n'a perdu aucun soldat par suicide depuis 14 mois. Ils accordent systématiquement la priorité à des prises de contact avec les soldats pour leur proposer de l'aide, s'assurer qu'ils vont bien et s'attaquer aux causes profondes des facteurs de risque. Nous allons faire cela dans toute l'armée. En gros, il dit que dès maintenant et jusqu'au 15 janvier, un officier ou un sous-officier prendra délibérément contact chaque jour avec chaque soldat pour voir s'il a besoin d'aide. Prenez simplement votre téléphone ou vos clés de voiture, appelez, envoyez un message ou allez voir votre camarade. Allez aussi le chercher. Allez simplement le chercher pour que nous puissions lui apporter de l'aide. D'accord? Donc il parlait déjà de prévention du suicide il y a 1 an, en novembre. Et puis il y a 3 ou 4 semaines, nous avons reçu le rapport du Cyber Command. Et que c'est ce rapport? Qu'ils ont un nombre extraordinaire de suicides. Je veux dire, ce sont des gars assis sur des fauteuils, comme moi, avec des manettes. Ils ne sont pas là-bas, en première ligne. Ils n'ont pas à sentir l'odeur du sang et des corps déchiquetés, mais ils se suicident quand même. Et puis en avril, il y a eu l'article de USA Today qui disait, son titre, c'était en gros « Oh, le courrier est lent, les troupes ne reçoivent pas leur courrier ». Mais l'essentiel de l'article portait sur la nourriture, qui était vraiment mauvaise, sur le fait que les soldats perdaient du poids et qu'ils étaient très mécontents.
C'était en avril. Et puis je vous ai parlé de la mère du marin à bord de l'USS Tripoli. Elle m'a contacté il y a 3 semaines. Jeudi dernier, des membres des familles de l'Abraham Lincoln ont rencontré à San Diego Ung Kau, le secrétaire à la marine, et ils l'ont sévèrement pris à partie. Et ensuite, il y a eu l'article du Guardian, c'était mercredi. Oui, ou mardi. Oui, Oui, donc c'est sorti hier. Et puis mon ami, cet ancien de l'armée à la retraite, m'a envoyé ce message que j'ai lu hier, expliquant que le suicide est fréquent, qu'il est très répandu, et que ces chiffres sont probablement sous-estimés. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne concerne pas seulement l'Abraham. C'est bien plus large que ça. Parce que nous avons reçu des rapports venant du Boxer du Tripoli, de l'Abraham Lincoln et du Gerald Ford. Donc c'est désormais endémique dans la marine, et Trump et Hegseth ont un vrai problème entre les mains. il semble qu'ils envoient le porte-avions George Washington pour remplacer l'Abraham Lincoln. Et il a été envoyé aujourd'hui. Et ce sera là pendant 10 jours probablement. Oui, voici ce que Pete Hegseth a déclaré aujourd'hui. C'est déformé. Écoutez, nous veillons à ce que chaque navire, chaque équipage, chaque capitaine dispose de tout ce que nous pouvons leur fournir, à chaque instant. Certains déploiements sont plus longs que d'autres, et j'ai énormément de respect et de gratitude pour ces marins plus que quiconque. Ce qu'ils font en haute mer, dans ces conditions austères, avec moins d'escales, c'est incroyable. Les Américains ne comprennent pas ce que cela représente. Alors, même si je n'ai pas été sur un navire comme celui-là, j'ai connu de longs déploiements et je le ressens. Je veux qu'ils rentrent chez eux aussi vite que tout le monde. Je veux que les rotations se fassent le plus rapidement possible. Je veux ce qu'il y a de mieux pour eux. Mes commandants le savent. Nos secrétaires aux armées le savent. Le président l'exige. Donc, à cet équipage et à tous ces équipages, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous. Et nous sommes tellement reconnaissants pour le dévouement de cet équipage et des autres. Ils ont tenu la ligne pour le pays et ils ont fait un travail fantastique. Oui, c'est un menteur. Ils ne font pas tout ce qu'ils peuvent. Ils n'en font pas assez. Ils ont un problème majeur. Et ce n'est pas seulement la marine. Ce problème de suicide touche toutes les branches. Les marines, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, et c'est la principale cause de décès chez les militaires américains. Les chiffres, il y a quelques semaines, je parlais de mon ami et étudiant Jamie Lee Sclater, aujourd'hui décédé. C'était un infirmier de la marine. C'est un nom de plus sur la liste de ceux qui ont mis fin à leur jour. Et depuis 2001, on compte plus de 147 000 personnes, surtout de jeunes hommes, mais aussi des hommes dans la trentaine et la quarantaine qui se sont suicidés. C'est plus que le nombre de morts au Vietnam, en Corée du Nord et dans toutes les guerres de merde qu'on a menées depuis 1980. Ils font donc face à une crise et ils doivent s'en occuper. Et Hegseth est le dernier. Il n'a ni l'envergure, ni le sens du commandement. En fait, j'ai reçu un message. Quelqu'un avait posé la question, et je n'y avais pas pensé. Est-ce qu'ils ont des conseillers à bord? Eh bien, ils sont censés avoir des aumôniers à bord de ces navires. Mais une mère d'un marin du Tripoli m'a écrit pour me dire « Hé, ils ont retiré les aumôniers, au moins sur le navire de son fils. » Il n'y avait pas d'aumônier à qui ces jeunes pouvaient parler. Donc, comme je l'ai dit, cela révèle la face pourrie de l'armée américaine, l'incapacité à s'occuper correctement des troupes. Ce commandant iranien, dont je vous ai montré l'un des extraits hier, a dit que, selon leur évaluation, les États-Unis auraient eu environ 500 morts. Il a dit, selon son évaluation, pas des victimes, des morts. Et c'est leur évaluation à eux.
mais nous ne savons pas. Quand ils frappent certaines cibles, par exemple en Jordanie, on voit un très grand nombre de soldats sur place. Il ne s'agit pas de tuer des gens. Il y a les dégâts causés par l'explosion, les problèmes que cela entraînait. Ce basmep de santé qui dit à ce genre d'explosion. Traumatisme crânien dû à la commotion cérébrale, oui. Pensez-vous que ces chiffres vont finalement être publiés sous l'administration Trump? Ou peut-être, vous savez, Les marins à bord de ces navires, par exemple, avant de débarquer, doivent signer des accords de confidentialité, des sortes d'engagements au secret, stipulant qu'ils ne révéleront rien de ce qui s'est passé sur le navire. Et s'ils le font, ils seront poursuivis. C'est donc ce que beaucoup de gens se disent. « Eh, je vais me taire et ne rien dire, parce que je n'ai pas besoin d'ennui. » Donc oui, l'administration ment. Et comme je le dis, Pete Hegseth est un menteur. Je le lui dirai en face. voici ce que Larry Johnson a déclaré au sujet de la guerre et du conflit entre les deux camps. Parlons un instant de l'Iran. Il y a de la frustration, Monsieur le Vice-président, je pense, face au caractère changeant de ce qui se passe en Iran. On est près d'un accord, puis on va les bombarder sans pitié. Le détroit est ouvert, puis le détroit est fermé. Et je suis sûr que cette frustration est aussi partagée à l'intérieur de la Maison-Blanche. Je sais donc qu'il est difficile de se projeter, mais laissez-moi vous poser la question. Comment cela se termine-t-il? À quoi cela ressemble quand et si tout est terminé avec l'Iran? Eh bien, ce que je peux dire avec certitude, c'est que je pense que cela se terminera avec des États-Unis en position de force, un Iran qui ne possède pas l'arme nucléaire et un détroit d'Ormuz revenu à une situation où les prix du pétrole et du gaz sont stables pour les Américains. Je pense que le problème ici, Will, c'est que les Iraniens prennent parfois des engagements qu'ils ne respectent pas. Ils concluent un accord, puis ils ne le respectent pas. Et je comprends votre point sur le caractère en dents de scie de cette situation, mais je pense que cela montre que nous avons de nombreux outils à notre disposition pour contraindre à l'action. Et parfois, nous nous concentrons sur l'aspect énergétique, parce que nous voulons que les Américains puissent payer le prix du pétrole et du gaz. Parfois, bien sûr, nous nous concentrons sur l'aspect militaire. Parfois, nous nous concentrons sur le programme nucléaire. Donc, je pense que ce qui se passe réellement, c'est que vous voyez un président des États-Unis au sommet de son autorité, avec de nombreux outils, diplomatiques, militaires et économiques. Et ce qui se passe vraiment de l'intérieur, je pense, c'est que nous utilisons aujourd'hui ces outils de manière très sélective, très stratégique, pour obtenir le résultat que le président des États-Unis doit obtenir dans l'intérêt du peuple américain. Et cela se décline vraiment en deux volets. Il s'agit de faire en sorte que les pays du Golfe continuent d'envoyer du pétrole et du gaz vers l'économie mondiale afin de maintenir la stabilité des prix de l'énergie. C'est évidemment important pour les Américains. Je sais que le prix du pétrole baisse aujourd'hui et qu'il est bien inférieur au sommet atteint au début du conflit. C'est le premier objectif, maintenir des prix bas pour le pétrole et le gaz pour les Américains partout dans le pays. Et puis, évidemment, le deuxième objectif, c'est de veiller à ce que l'Iran n'obtienne jamais l'arme nucléaire. Je suis convaincu que nous atteignons ces deux objectifs. Mais c'est par nature une situation imprévisible parce que les Iraniens eux-mêmes sont imprévisibles et qu'ils ne respectent parfois pas les engagements qu'ils ont pris envers nous. J'aimerais beaucoup lui demander quels sont donc tous ces outils dont disposent aujourd'hui les États-Unis pour faire pression sur l'Iran.
Puisque nous n'avons pas accès à Peter, je veux vous poser la question. Quels sont tous ces outils dont il parle? Eh bien, vous constatez l'écart entre ce qu'il dit et ce que rapporte Channel 13 en Israël. Cooper a dit « Ah oui, il faut recommencer à bombarder, il faut attaquer l'Iran ». Encore une fois, ils n'ont pas de voix claire pour amener l'Iran à faire ce que les États-Unis veulent qu'il fasse. Alors que l'Iran, de son point de vue, pense avoir une voix assez claire. Il va simplement maintenir le verrou sur le détroit d'Ormuz, et les conditions économiques mondiales finiront par forcer les États-Unis à faire des concessions. Et si les États-Unis osent se réengager dans une guerre conventionnelle, le grand perdant, en dehors des États-Unis, ce sera Israël. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de bonne option. C'est ce qui les frustre tant. Et il y a aussi le volet iranien. Quelle est leur stratégie de sortie de leur côté? Car voici J. de Vance qui explique ce qui est important pour les États-Unis, et voici ce que les Iraniens pensent. Eh bien, est-il inévitable que l'Iran ait gagné? Non, nous n'avons pas encore atteint notre objectif final. C'est clair. Jusqu'à présent, nous sommes victorieux. À l'avenir, nous continuerons à être victorieux. Plus cette guerre dure, plus nous acquérons de l'expérience. Nous n'avions jamais connu une vraie guerre qui nous permette d'acquérir une véritable expérience, d'apprendre à combattre l'Amérique. En 5 mois, nous avons appris comment faire. Nous avons aussi constaté que l'armée américaine est plus faible que ce que nous pensions. L'objectif de l'Iran est-il de faire durer cette guerre? Peut-être d'attendre que M. Trump ne soit plus au pouvoir. Écoutez, nous devons parvenir à un effet de dissuasion pour que l'ennemi n'ose jamais nous attaquer et que nous puissions vivre en sécurité. Une façon d'y arriver, c'est de prolonger cette guerre jusqu'au prochain mandat présidentiel et de provoquer une usure afin que quiconque voudrait attaquer l'Iran sache qu'il y a un prix à payer. Oui. Donc, en gros, ce qu'il dit ici, c'est qu'il parle de dissuasion. Ils veulent la dissuasion. Ils ne veulent pas être attaqués. Ils veulent mettre définitivement fin à la guerre. Oui, exact. Non, je pense que, encore une fois, la partie la plus importante de sa déclaration, celle sur laquelle je me concentrerai en tant qu'analyste, c'est premièrement qu'ils tirent les leçons de nos tactiques. Ils tirent les leçons de nos actions, et cela change leur perception. Et on voit clairement qu'ils avaient supposé que les États-Unis étaient en réalité plus puissants, plus forts qu'ils ne le sont. Et maintenant, ils ont découvert que les États-Unis ne sont pas si forts. Les États-Unis ne sont pas si puissants. Donc franchement, ils ont davantage confiance dans ce qu'ils font. C'est comme ça que je l'interprète, oui. Il y a un article, Larry, dans le Jerusalem Post. Il affirme que des responsables israéliens de Tzahal et du Mossad disent qu'Israël a été pris par surprise par la rapidité avec laquelle l'industrie de défense iranienne s'est redressée après la guerre conjointe israélo-américaine contre l'Iran, plus tôt cette année. Et il serait, d'une certaine manière, choqué. L'article dit que l'Iran a. Il dit que si l'Iran peut rétablir ses capacités de production de missiles balistiques à un rythme de 100 ou 300 par mois, il peut reconstituer son arsenal d'avant la guerre de 12 jours d'ici la mi-2027. Je pense qu'ils le feront bien plus vite que ça. Mais c'est une opinion qui ne repose sur aucune preuve empirique. Si Israël le ressent ainsi, cela signifie qu'ils rendent également des comptes aux États-Unis. Et c'est là qu'intervient la décision.
Quels sont les autres leviers? Quels sont ces leviers? Est-ce que ce sera la faillite de l'Iran? Est-ce que ce sera la poursuite du blocus? Eh bien, pour l'instant, ça semble être le plan. Mettre l'Iran en faillite. C'est pour ça qu'ils parlent de Scott Bessent, de la manière dont ils vont contourner le détroit d'Ormuz, construire ces pipelines. Trump ne cesse de parler de toute cette terrible inflation qui ravage l'Iran. Ils ne peuvent pas tenir beaucoup plus longtemps, ce genre de bêtises. Mais il y a aussi l'Iran lui-même, qui, comme je l'ai souligné hier, a désormais des partenaires commerciaux, la Russie et la Chine, qu'il n'avait pas de la même manière il y a 4 ans. Il a aussi des engagements stratégiques avec la Russie et la Chine qu'il n'avait pas il y a 4 ans. Donc vous savez, c'est vraiment un monde qui a changé, un environnement qui a changé pour eux. On dirait qu'ils essayent de faire quelque chose sur la question des drones. Selon certaines informations, le commandement central des États-Unis a annoncé son intention de créer la force opérationnelle Falcon Strike. Il est dit que ce serait la première force multinationale de drones d'attaque, opérant dans plusieurs domaines et réunissant les États-Unis. Ils mettent en place une sorte de centre multinational pour une force de drones. Oui, quel drone? Est-ce qu'il précise de quel drone il s'agit exactement? Laissez-moi vérifier ça. Non, il n'est pas précisé quel type de drone ils vont utiliser. Peut-être qu'ils vont utiliser les Lucas. C'est le drone que les États-Unis produisent. Et il est indiqué qu'ils réunissent des personnels des États-Unis et de la région. Ils prétendent en produire. Je n'ai vu aucune preuve. Oui, ils ne l'ont pas précisé. J'essaie de vérifier s'ils l'ont mentionné. Non, rien. Rien n'a été dit sur le type de drone qu'ils vont utiliser. Si cela doit être multinational, j'imagine qu'ils parlent de ceux qui vont en faire partie. Le seul pays de la région qui produit des drones, c'est la Turquie. Ce seront des Bayraktar, le même type de drone qu'ils utilisent en Ukraine. L'Arabie saoudite en avait certains, pour les utiliser contre les Yéménites. C'est ça. Donc cela signifie qu'ils vont coopérer avec les États-Unis contre l'Iran. Eh bien, s'ils le font, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent des cibles, non? Et ils se font... Oui, j'en suis sûr. Oui, oui. Donc vraiment, vous savez, c'est peut-être un signe de désespoir, l'idée qu'il faut essayer quelque chose. Mais encore une fois, l'Iran... En fait, je pense que les systèmes de défense aérienne iraniens seraient assez efficaces contre les drones. Bon sang, ils ont abattu un paquet de MQ-9 Reaper récemment, et ils ont abattu le MQ-4C Triton, qui coûte 250 millions de dollars. Donc l'Iran a au moins démontré qu'il était capable d'abattre des drones de manière compétente. Oui, Larry, le Washington Post a publié un article selon lequel l'armée américaine a perdu au moins 45 drones MQ-9 Reaper dans la guerre avec l'Iran, soit environ un quart de l'ensemble de sa flotte. Il semble que 25% de ces drones aient été détruits pendant la guerre avec l'Iran. Oui, cela représente presque 3 milliards de dollars de drones. Ils avancent un chiffre inférieur, j'ai vu cet article. Mais il faut compter le coût de la cellule, de 30 à 35 millions de dollars. Ensuite, on y ajoute les nacelles, la nacelle optique, la nacelle d'armement et la nacelle de communication. Et ces nacelles ajoutent encore entre 30 et 35 millions de dollars. Donc, chaque drone pourrait coûter entre 60 et 70 millions de dollars. Bon sang, s'il coûte 70 millions pièces,
On dépasse les 3 milliards. Well, hell, if it's $70 million, they're over $3 billion. Qui fabrique ces drones, ces MQ-9? Lucky, I believe, is Lockheed, je crois. Je pensais que c'était Lockheed Martin, mais c'était peut-être Raytheon. Il y a eu une réunion entre le ministre turc des Affaires étrangères et son homologue égyptien. Et ce qui a été dit après cette réunion est, à mon avis, extrêmement important en ce qui concerne la Palestine. Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que malgré le respect par la partie palestinienne de ses engagements concernant le passage à la deuxième phase, l'incapacité d'Israël à prendre de nouvelles mesures pourrait nous pousser, nous et les autres médiateurs, à prendre ensemble une mesure radicale. Il parle de la Turquie, du Qatar et de l'Égypte. Il a dit que dans ce processus, nous attendons des États-Unis qu'ils exercent la pression nécessaire sur Israël. Sinon, la Turquie, le Qatar et l'Égypte devront prendre des mesures radicales sur cette question. C'est une responsabilité que nous avons envers notre nation, notre peuple et les Palestiniens. Voilà ce qu'a dit le ministre turc des Affaires étrangères. Le langage employé est très fort, la manière dont il exprime sa position. Oui, mais ce ne sont que des paroles. Ces types-là savent très bien parler. Ils ne font rien. Voyons-les faire quelque chose. Il a été rapporté que Kushner allait se rendre en Israël la semaine prochaine pour parler de la situation à Gaza. Il me semble qu'il se passe quelque chose, parce qu'ils mettent la pression sur Israël. Mais Israël ne va pas reculer. Ces gens-là ne reculeront pas. Permettez-moi de vous arrêter là. Dites-moi combien d'attaques Israël a-t-il menées dans le sud du Liban au cours des 48 dernières heures? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas fait. Peut-être une petite attaque. Je n'en ai pas beaucoup entendu, Starley. Oui, et c'est bien là mon point. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il se passe quelque chose en coulisses qui n'est pas encore visible pour le public et il ne le communique pas encore aux médias. Mais apparemment, Israël s'est retiré. Alors pourquoi se retirerait-il? Est-ce que ça fait partie de... Vous vous souvenez des exigences iraniennes? Arrêter les attaques au Liban, à Gaza et en Cisjordanie. Premièrement, débloquer les avoirs gelés. Eh bien, si ces vols sont partis des Émirats, au moins 2 ou 3 vols différents des Émirats arabes unis vers l'Iran, ils y vont, puis ils reviennent. Transportaient-ils de l'argent? Les avoirs sont donc en train d'être dégelés, puis gelés. L'accord tacite, c'est écoutez, on obtiendra ça, mais on ne veut simplement pas que vous nous le mettiez sous le nez en public et que vous nous humiliiez. Et l'Iran dira probablement, d'accord, on peut vivre avec ça. C'est donc une possibilité. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui se passe, mais je la soulève comme une possibilité parmi d'autres de ce qui pourrait être en train de se jouer. Pensez-vous qu'ils pourront contraindre Israël à passer à la deuxième phase du cessez-le-feu entre Israël et Gaza? Eh bien, je vais vous dire. Ils doivent se retirer. Cela veut dire qu'ils doivent se retirer. Oui. Permettez-moi de le formuler ainsi. Les États-Unis ont le pouvoir de les contraindre à faire ça. Est-ce que Trump utilisera ce pouvoir ou non? Je n'en sais rien. Et au fait, le MQ-9 Reaper est produit par General Atomics. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous vous souvenez, quand les États-Unis en parlaient, Donald Trump faisait pression et discutait avec Al-Jolani ou Al-Shara pour attaquer, pour faire quelque chose au Liban.
Tasnim News, qui est un média semi-officiel en Iran, affirme que l'Iran a informé la Syrie, via la Turquie, que des centaines de sites seraient visés par des drones et des missiles dans toute la Syrie, y compris le palais présidentiel, si l'armée syrienne intervenait au Liban contre le Hezbollah. Ils ont dit à Al-Jolani qu'ils allaient frapper ses palais. They told Al-Jolani they're going to hit his palaces. Ils ont peut-être attiré l'attention d'Al-Jolani. Je pense que c'est une menace crédible de la part de l'Iran. Do you see, Larry, Turkey somehow? Voyez-vous, Larry, la Turquie, d'une certaine manière, vous avez dit qu'ils ne vont rien faire concrètement à Gaza. Mais jusqu'à quel point vont-ils rester sous la pression de Trump? Parce qu'à un moment donné, ils doivent faire quelque chose. Ils ont signé un accord, ce document qu'ils ont signé. Cela fait partie de ce document. S'ils ne le font pas, ils vont être d'une certaine façon quel document? La Turquie et le Conseil de la paix. Ce document, le document en 15 points qu'ils ont signé. Donc s'ils ne font pas cela, ça ne veut rien dire. Il a dit que cela concernait le peuple turc, cela concernait les Égyptiens, cela concernait, vous savez, les peuples de leur pays, et il a aussi mentionné les Palestiniens. Je suppose qu'ils voient ce qui se passe avec Israël. Ils ne sont pas si stupides. Ils connaissent les capacités d'Israël. L'armée israélienne est à bout de souffle. Et même de petites forces à Gaza peuvent facilement contraindre les Israéliens à quitter Gaza. Eh bien, en théorie, je veux dire, c'est possible. Encore une fois, les États-Unis ont le pouvoir de les contraindre à partir. Mais est-ce que les États-Unis l'utiliseront? C'est une toute autre question. Voyez-vous le moment où les États-Unis, l'administration Trump, disent à la Turquie, à l'Égypte et à d'autres pays, nous n'allons pas faire ça. Ils ne vont pas obéir, ou ils ne vont pas accepter ce que nous leur demandons. Donc vous devez agir militairement, intervenir militairement contre Israël, ou peut-être les faire sortir de Gaza sans combattre. Non, à ce stade, je ne vois ni la Turquie ni l'Égypte engager une action militaire contre Israël. Elles en parlent, elles tiennent des propos musclés. Ce que la Turquie peut faire, concrètement, c'est couper le pétrole à Israël, attirer l'attention d'Israël, le contraindre par la pression économique. Parce que s'ils n'ont plus de pétrole, ils ne peuvent plus produire de diesel ni de carburant aviation. Et sans carburant aviation, pas de chasseurs dans les airs. Mais jusqu'ici, vous savez, la Turquie, bla 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 bla. Mais elle ne fait rien. Alors comme je l'ai dit, c'est vraiment dommage. Dommage qu'ils ne puissent pas récupérer tout le vent qui sort de Turquie, à force de parler, et le transformer en énergie. Mon Dieu, s'ils pouvaient faire ça, ils n'auraient pas besoin de construire une seule centrale nucléaire. Ils auraient assez d'énergie pour alimenter toute l'électricité en Asie occidentale. Vous voyez, il n'y avait pas, Larry, il a été rapporté qu'il n'y avait aucun vol dans le sud de l'Arabie saoudite à cause du conflit qui se poursuit entre le Yémen et l'Arabie saoudite. Donc cela va au-delà du blocus de leur port. Cela a des répercussions sur la situation à l'intérieur même de l'Arabie saoudite. Oui, je pense que les Saoudiens, c'est assez drôle. Vous savez, on a parlé de l'analogie de la maison de verre. Voilà les Saoudiens, ils vivent dans une maison de verre. Voilà les Houthis, ils vivent dans une maison en briques et ils ont une carrière de pierre. Donc ils peuvent, vous savez, extraire des pierres toute la journée. Les Saoudiens ont donc voulu se lancer dans un concours de jets de pierres avec les Houthis. Les Saoudiens peuvent lancer des pierres sur les Houthis et elles rebondissent sur les murs de briques. Les Houthis, eux, lancent des pierres sur la maison de verre et ils commencent à la réduire en morceaux et en éclats.
en morceaux. Et je pense que, pour l'instant du moins, il semble que les Saoudiens reconnaissent que ce n'est pas une manière intelligente de mener les choses. Nous devons changer de tactique. Peut-être qu'ils doivent réellement s'engager dans des négociations, désamorcer l'escalade, lever les sanctions contre le Yémen. Mais ça va être difficile. Quelqu'un m'a écrit hier pour m'expliquer son interprétation de l'accord de la Mecque. Selon lui, cet accord visait la Jordanie et l'Égypte. Parce que si l'on regarde l'histoire de la péninsule arabique, le gardien de Médine et de la Mecque était le roi Abdallah de Jordanie, le Jordanien. Enfin, Abdallah serait un descendant du prophète, n'est-ce pas? Et pourtant, dans la version sunnite, ils ne reconnaissent pas vraiment Abdallah et sa lignée comme les véritables héritiers. Et ils considèrent l'Égypte comme faisant partie de tout ce problème. Alors je me suis dit, vous savez, je n'y avais pas pensé. Il faut que je demande l'avis d'Alastair Crooke, voir ce qu'il en pense. Je ne pense pas. Est-ce que je vous ai demandé, juste parce que vous êtes un fidèle de l'islam, vous pensez que votre opinion m'intéresse? D'accord. Non, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce qu'aujourd'hui, le ministre turc des Affaires étrangères a dit, lors de sa réunion, que nous sommes ouverts. L'Égypte peut nous rejoindre. Oui. Je ne vois aucune forme de « ils n'ont aucune animosité ». Et ce qui est important entre la Turquie et l'Égypte, Larry, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans relient les deux pays très profondément. Très profondément. Davantage que d'autres pays de la région. Et l'Arabie saoudite aussi. Exactement. Si je me souviens bien, les frères musulmans ont à un moment donné, au cours des 4-20 dernières années, quitté l'Égypte pour s'installer en Arabie saoudite. Donc oui. Alors, quiconque pense qu'ils vont s'en prendre à l'Égypte à cause d'un quelconque pacte militaire ou accord de défense avec le Pakistan. Eh bien, l'héritage historique des origines de l'islam et de la bataille entre les chiites et les sunnites. Mais encore une fois, j'ai trouvé ça intéressant. Cela dit, je pense que vous avez raison. J'accorde davantage de valeur à votre jugement. Oui, Larry, laissez-moi. Voilà ce qu'a dit le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli. Je ne sais pas, c'est un beau nom. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Mais il a dit, la Syrie, c'est Gaza sous stéroïdes. Et c'est la prochaine guerre, avec une certitude absolue. Il dit ça, est-ce que ça veut dire qu'ils vont entrer et tout détruire? Qu'ils vont appliquer un nouveau, le modèle de Rafah, comme ils l'appellent. Vous savez, ils ont fait à Gaza quelque chose qu'ils appellent le modèle de Rafah. Et est-ce qu'ils vont faire la même chose dans le sud de la Syrie? Parce que ce type est... Allez-y, pardon. Ce type parle beaucoup comme ça, à mon avis. Oui, enfin, regardez à quel point Israël a été efficace pour écraser le Hamas à Gaza. Ah oui, c'est vrai, ils ont échoué. Ça fait bientôt 3 ans et ils ont échoué. Le Hamas est toujours intact. Le Hamas conserve toujours une position assez importante. Israël n'a pas réussi à les déloger. Et maintenant, Israël va s'en prendre à la Syrie, où, vous savez, au moins à Gaza, ils n'ont affaire qu'à une toute petite zone, 40 km de long, 8 km de large. Ce n'est pas un grand territoire. Militairement parlant, c'est un petit territoire. La Syrie est bien plus grande que ça. Et en Syrie, un certain nombre de gens aimeraient beaucoup tuer des Israéliens. Et même si Israël a eu de bonnes relations avec les Druzes, qui occupent une grande partie du sud, enfin du sud-est de la Syrie, je ne les vois pas forcément très enthousiastes à l'idée d'entrer en guerre avec Jolani et les tribus sunnites.
Pensez-vous que cela pourrait entraîner la possibilité d'une confrontation directe entre la Turquie et Israël en Syrie? Oui, ce serait le cas. Oui. Ce qui veut dire encore une fois qu'Israël doit arrêter avec ce discours du genre « nous allons nous battre contre tout le monde », parce qu'ils n'ont pas les moyens de se battre contre tout le monde. Et ils sont tellement puissants, semble-t-il, comme nous l'avons appris, et nous le savons. Je ne sais pas comment évaluer les forces terrestres de la Turquie. Attendez. Qui est si puissant que ça? La Turquie, les forces terrestres turques. Si elles s'en prennent à Israël, Israël ne peut pas combattre la Turquie au sol. Or la Turquie, tant que le combat reste circonscrit à la Turquie, tant qu'elle n'a pas à projeter sa force au-delà de la Syrie, oui, je pense qu'elle représenterait un adversaire redoutable. Je veux dire, elle poserait vraiment un défi à Israël. La faiblesse de la Turquie, c'est que contrairement à l'Iran, elle n'a pas les missiles dont dispose l'Iran. Elle a bien des drones, mais ces drones sont en réalité assez vulnérables face à la fronde de David et au dôme de fer. Si elle avait des missiles balistiques iraniens pour les appuyer, ce serait une toute autre histoire. C'est pourquoi je pense qu'une alliance de tous ces pays serait si puissante. Si la Turquie, l'Iran et tous ces pays se réunissent, cela donnerait naissance à l'architecture de sécurité de la région. Oui, il y a ce potentiel. Mais ces armées n'ont toujours pas mené d'exercice ensemble. Chaque pays a sa propre manière de faire fonctionner son armée, d'émettre les ordres et de les exécuter. Donc quand on essaye d'évoluer dans ce qu'on appelle un environnement interarmé, avec des unités différentes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, il y a des problèmes à régler. Ce n'est donc pas quelque chose qui va se produire dans les 6 prochains mois ou dans l'année qui vient. Ou plutôt, je vais le dire autrement, si nous les voyons se mettre en place et commencer à mener des exercices militaires, ce serait un avertissement majeur. Cela voudrait dire qu'ils prennent vraiment cela au sérieux. Jusqu'ici, tout ce que nous avons, ce sont des paroles. Merci Larry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à demain. Je te vois demain matin. Oui, à demain. D'accord, mon ami. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Bye-bye.